11 mars 1945, base aérienne de Kanoya, Kyushu, Japon. La main de l'officier du renseignement trembla alors qu'il étudiait les photographies de reconnaissance du sous-marin I-47, enregistrant une observation qui hanterait le commandement naval japonais pour le reste de la guerre. Navire en béton observé, aucun armement visible, équipement de réfrigération lourd, multiples petites embarcations effectuant des transferts, classification, navire logistique inconnu. À travers une photographie granuleuse de périscope prise près de l'atoll d'Ulithi, il avait documenté quelque chose qui contredisait tout ce que la marine impériale japonaise comprenait des priorités de la guerre. Alors que les pilotes de son aérodrome extrayaient de l'huile de racine de pin pour compléter le carburant d'aviation, un programme désespéré employant 34 000 unités de distillation qui ne produirait que 3 000 barils au total, alors que les mécaniciens soutiraient de l'alcool industriel des équipements pour alimenter les avions, les Américains avaient déployé ce qui apparaissait comme un navire non combattant dédié entièrement à la réfrigération. 24 bombardiers Yokosuka P, un vieil Frances, étaient alignés sur la piste pour l'opération TAN numéro 2. Les pilotes, beaucoup avec moins de 50 heures de formation au vol, devaient piloter leurs avions chargés d'explosifs dans la flotte américaine à Ulithi. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils attaquaient un ennemi qui avait construit une usine flottante d'1 million de dollars, produisant 500 gallons, environ 1900 litres, de crème glacée par quart de travail, 5 tonnes quotidiennes de desserts surgelés, tandis que les forces japonaises grattaient l'écorce de pin pour le carburant. Les premiers indices émergèrent via les interrogatoires de prisonniers après la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944. Lorsque le porte-avions Zuikaku coula le 25 octobre, les destroyers américains secoururent des marins japonais des eaux couvertes de pétrole. Les destroyers Wakatsuki et Kuwa sauvèrent 862 officiers et hommes, tandis que 842 membres d'équipage périrent. Ces survivants, s'attendant à une exécution, rapportèrent instead avoir reçu des soins médicaux et de la nourriture, incluant quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré. De la crème glacée servie dans des tasses métalliques. Le compte-rendu d'un survivant, préservé dans les fichiers d'interrogatoire alliés, déclarait « Le marin américain m'a apporté ce qu'il a appelé de la ice cream. J'avais entendu parler de ce dessert, mais je n'en avais jamais goûté. Ici, après la plus grande bataille navale de l'histoire, les Américains servaient des desserts surgelés à des ennemis qu'ils avaient essayé de tuer quelques instants auparavant. » Le vice-amiral Takijiro Onishi, créateur des unités d'attaque spéciales kamikaze, supprima de tels rapports. Ces pilotes devaient croire que les Américains étaient faibles, incapables d'endurer les privations. Comment autrement l'esprit japonais pourrait-il surmonter la supériorité industrielle? La vérité détruirait ce qui restait du moral combattant. La première observation japonaise documentée vint par la reconnaissance sous-marine. En décembre 1944, le sous-marin I-47 du commandant Zenji Horita fit surface près d'Ulithi pour une reconnaissance au périscope avant de lancer des torpilles pilotées Kaiten. Horita commanda le 47 du 10 juillet 1944 jusqu'à la fin de la guerre, conduisant de multiples missions d'attaque spéciales. Le journal d'Horita, préservé dans les archives navales japonaises, enregistre 6h30, gros navire en béton observé, environ 80 mètres, aucun armement, équipement de réfrigération lourd sur le pont, multiples petites embarcations effectuant des transferts. Ce qu'il avait repéré était la barge réfrigérée de grande taille, BRL, barge Refrigerated Large, de l'US Navy, convertie à partir d'une barge en béton de l'armée au coût d'1 million de dollars, équivalent à 17,2 millions de dollars en 2024. Ce navire produisait 10 gallons, environ 38 litres, de crème glacée toutes les 7 minutes, en stockant 2000 gallons, environ 7570 litres, à moins 15 degrés Celsius. La barge opérait continuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, produisant 500 gallons, environ 1900 litres, par quart de travail, approximativement 5 tonnes quotidiennes. En janvier 1945, la situation du Japon était devenue désespérée au-delà de la compréhension occidentale. Le carburant était si rare que le cuirassé Yamato ne pouvait effectuer des exercices d'entraînement qu'à l'ancre pour économiser le pétrole.
Le programme d'huile de racine de pin, employant 34 000 unités de distillation et mobilisant 400 000 travailleurs, incluant des millions d'écoliers, produisit finalement seulement 3 000 barils de carburant d'aviation à partir de 70 000 barils d'huile de pin, moins que ce que l'US Navy consommait en une seule journée d'opération. Le 343e Kokutai, groupe aérien naval, la dernière unité de chasse d'élite du Japon, commandée par le capitaine Minoru Genda, architecte de Pearl Harbor, luttait contre une malnutrition sévère. Genda commanda cette unité à partir du 15 janvier 1945, chargée de nettoyer l'espace aérien pour les opérations kamikazes. Bien que des comptes calorifiques spécifiques ne soient pas documentés, les pilotes rapportèrent la cécité nocturne due à une carence en vitamines, des réflexes réduits et une incapacité à supporter les jets lors des manœuvres de combat. Le capitaine Genda lui-même écrivit dans des rapports opérationnels « Les yeux de mes pilotes les trahissent la nuit. La malnutrition leur a volé la vision. Ils tremblent durant les manœuvres de combat à cause de la faiblesse. Pourtant, ils font face à un ennemi qui devient plus fort chaque jour. » Le contraste était le plus frappant dans les unités kamikazes se préparant pour leur mission finale. Ces pilotes, beaucoup d'adolescents avec 40 à 50 heures de formation au vol, recevaient des derniers repas composés de boules de riz, de poissons séchés et de saké cérémoniel avant leur mission sans retour. Ils portaient des seninbari, ceintures aux 1000 points, cousues par des femmes pour une protection spirituelle. Bien que tout le monde sache qu'aucun tissu ne pouvait protéger contre les tirs anti-aériens. À la base aérienne de Kanoya le 11 mars 1945, les pilotes kamikazes écrivirent leur poème de la mort avant d'embarquer dans leurs avions. Le poème d'un pilote, préservé aujourd'hui au musée de la base aérienne de Kanoya, dit « Comme les fleurs de cerisier au printemps, tombons purs et radieux ». Ces pilotes moururent en tentant de s'écraser sur les navires à Ulithi où l'USS Randolph CV-15 subit des dommages à 20h07 ce soir-là. Un bombardier français frappa avec succès la poupe du porte-avions, tuant 25 marins et en blessant 105. Le porte-avions fut réparé en 3 semaines, en utilisant 29 tonnes d'acier structurel, incluant des poutres en I récupérées d'une sucrerie japonaise sur ses pans, pendant lequel temps son équipage consomma approximativement 3000 gallons, environ 11 350 litres, de crème glacée provenant des installations de la base. Ulithi représentait quelque chose d'incompréhensible pour les Japonais. Ce minuscule atoll corallien, souvent omis des cartes, était devenu la plus grande installation navale du monde. En mars 1945, lorsque les attaques kamikazes arrivèrent, 722 navires étaient ancrés dans son lagon. Plus de vaisseaux que toute la marine japonaise n'en avait jamais possédé à son apogée. C'était le point de rassemblement pour l'invasion d'Okinawa. Les installations de la base défiaient la compréhension japonaise, des ateliers d'usinage complets dans des formes de radoubes flottantes, un bureau de poste de la flotte traitant 20 tonnes de courrier quotidiennement, des salles de cinéma projetant des films hollywoodiens, des terrains de baseball sur l'île de Mogmog, un navire boulangerie produisant du pain frais en continu. L'USS Abatan distillait l'eau de mer et cuisait des tartes, la barge à glace produisant 5 tonnes quotidiennes. La barge à glace devint légendaire parmi les marins américains. Les équipages de destroyers, dont les navires manquaient d'équipement à glace, envoyaient des bateaux avec des conteneurs vides, revenant avec des gallons de glace à la vanille, au chocolat et à la fraise. La barge servait tout le monde également, des amiraux aux matelots, la démocratie par les produits laitiers. Les renseignements japonais luttèrent pour comprendre les priorités d'approvisionnement américaines. Le capitaine Tameichi Hara, le commandant de destroyer japonais le plus couronné de succès, qui survécut à toutes les batailles majeures de Pearl Harbor à la fin de la guerre, écrivit plus tard sur l'apprentissage des provisions de confort américaines. Hara commanda les destroyers Amatsukaze et Shigure, participant à 14 engagements majeurs. « Nous avons d'abord pensé que le renseignement était erroné », écrivit Hara dans ses mémoires « Japanese Destroyer Captain », des navires dédiés à la glace alors que nous grattons pour du carburant. C'était incompréhensible qu'une marine quelconque priorise un tel luxe durant une guerre totale. Les renseignements navals examinèrent les manifestes d'approvisionnement américains interceptés qui semblaient être codés.
Sûrement que mélange à glace signifiait des munitions. Sirop de chocolat indiquait du mazout. Garniture à la fraise représentait des fournitures médicales. Aucune force militaire ne prioriserait de véritables ingrédients pour dessert durant des opérations de combat intenses. Mais les preuves s'accumulèrent implacablement. Les prisonniers rapportèrent de la glace à bord de chaque vaisseau américain de taille supérieure à un destroyer. La reconnaissance montra des navires réfrigérés à chaque base américaine. Les manifestes d'approvisionnement incluaient constamment du tonnage pour les fournitures de morale qui dépassaient les rations alimentaires totales japonaises pour des flottes entières. Le commandant Mochitsura Hashimoto du sous-marin I-58, qui coulera l'USS Indianapolis le 30 juillet 1945, fournit les observations japonaises les plus détaillées. Lors de missions de reconnaissance antérieures sur des bases américaines, il observa à travers son périscope ce qui semblait impossible. Dans ses mémoires, Sunk, The Story of the Japanese Submarine Fleet, 1941 à 1945, Hashimoto écrivit « Les Américains opéraient des villes flottantes d'abondance. Alors que nous comptions nos dernières torpilles, rationnions le carburant au litre, ils maintenaient des routines de temps de paix en temps de guerre. C'était une force que nous n'avions jamais imaginée, le pouvoir d'être à l'aise durant l'apocalypse. » Son officier en second enregistra des observations similaires. Nous vîmes des marins faire la queue à ce qui apparaissait être des stands de rafraîchissement. Des navires transféraient non pas du carburant ou des munitions, mais des conteneurs blancs que nous avons appris plus tard contenaient de la glace. Ils menaient une guerre différente de la nôtre. Les pilotes japonais abattus et secourus par les Américains rapportèrent un traitement qui contredisait tout ce qu'on leur avait dit. Durant l'opération Kikusui, les 10 attaques kamikazes massives sur Okinawa entre avril et juin 1945, les pilotes capturés fournirent un témoignage remarquable. Un pilote capturé, après qu'une panne de moteur ait empêché son attaque suicide, enregistrée dans les fichiers d'interrogatoire d'après-guerre, le destroyer conduisit des opérations normales durant notre attaque. Aucune panique parmi l'équipage, des hommes à leur poste régulier, excepté les artilleurs, des marins en uniforme blanc continuaient à servir de la nourriture. La routine du navire continua, ce n'était pas l'ennemi désespéré que nous attendions. Ce que ces pilotes virent, sans le comprendre, était la confiance américaine dans leur défense anti-aérienne, permettant aux routines normales à bord, incluant le service de nourriture, de continuer durant les attaques. Alors que les pilotes kamikazes approchaient lors de leur mission de la mort, les marins américains maintenaient le service de glace sur le pont. En 1945, la production américaine de glace dans le Pacifique atteignit une échelle industrielle qui éclipsait les programmes alimentaires japonais entiers. Production américaine, barge navale à Ulithi, 500 gallons, 1900 litres par jour, 10 gallons, 38 litres toutes les 7 minutes. Barges à glace de l'armée, 3 vaisseaux, 1500 gallons, 5680 litres combinés. Production embarquée, chaque porte-avions, cuirassé, croiseur avait des machines. Installation de base, multiples usines par emplacement. Mélange déshydraté en 1943, 135 millions de livres, 61 millions de kilogrammes, expédiés, corps des quartiers maîtres de l'armée. Production annuelle, 80 millions de gallons, 303 millions de litres pour l'armée. Réalité japonaise, huile de racine de pin, 3000 barils au total à partir de 34 000 unités de distillation. Réserve de carburant d'aviation, en dessous de 1 500 000 barils en 1945. Calories civiles, tombées de 2000 avant-guerre à 1680 à l'été 1945, ration de Tokyo, 775 calories quotidiennes pendant 6 mois en 1946. Formation des pilotes. Carburant limité à 40 à 50 heures à cause de la pénurie. Pour perspective, la ration de riz quotidienne totale de l'ensemble de l'armée japonaise pour les forces des îles principales totalisait moins de tonnage que la consommation américaine de glace dans le théâtre du Pacifique. L'amiral Chester Nimitz, approuvant personnellement la barge à glace, comprenait quelque chose que la hiérarchie militaire japonaise ne pouvait accepter, que le moral n'était pas bâti uniquement sur l'idéologie et le sacrifice. Dans une note classifiée, Nimitz écrivit «
Les Japonais s'attendent à ce que nos hommes endurent leurs conditions et craquent. Nous démontrerons que la puissance industrielle américaine s'étend au confort de l'équipage. Un marin qui sait que son pays peut fournir de la glace au combat se bat avec une confiance différente de celui qui n'attend que des privations. Cette philosophie s'étendit à travers toute la flotte du Pacifique. L'incident de l'USS Lexington à la mer de Corail le 8 mai 1942, où les marins pillèrent les réserves de glace avant d'abandonner le navire, devint légendaire. Les marins, littéralement, écopèrent de la glace dans leurs casques avant d'entrer dans les radeaux de sauvetage, démontrant des priorités incompréhensibles pour la culture militaire japonaise bâtie sur la souffrance comme vertu. Les officiers de la marine japonaise qui apprirent les opérations de glace américaines firent face à un choix impossible. Comment pouvaient-ils maintenir l'esprit combattant lorsque la vérité détruirait le moral ? Comment pouvaient-ils expliquer que tandis que les marins japonais recevaient 315 grammes de riz quotidiennement quand disponible, les Américains consommaient 5 tonnes de glace provenant d'une seule barge ? Le vice-amiral Mato Mugaki, qui commanda les opérations des cuirassés et mènerait la mission kamikaze finale le 15 août 1945, écrivit dans son journal, après des rapports de renseignement sur les niveaux de confort américains, « Si de tels rapports sont vrais, nous avons mal compris cette guerre entièrement. L'esprit ne peut surmonter un ennemi qui apporte le luxe au combat. » L'information fut classifiée au-dessus de top secret. Les officiers qui en prirent connaissance furent astreints au silence absolu. Mais la vérité a une façon de suinter à travers les murs du secret, se répandant à travers la flotte en chuchotements et rumeurs. Les opérateurs radars et observateurs japonais notèrent des bombardiers B-29 tournant à haute altitude sans raison tactique. Des preuves d'après-guerre révélèrent que les équipages faisaient de la glace, mélangeant du lait en poudre, du sucre et du cacao dans des boîtes à munitions, utilisant les températures de moins 50 degrés Fahrenheit, moins 45 degrés Celsius, à 30 000 pieds, 9 150 mètres, pour geler le mélange, tandis que la turbulence le barattait. Ce niveau de confiance, faisant du dessert au-dessus du territoire ennemi qui lançait désespérément des chasseurs alimentés par de l'huile de racine de pin, représentait un surplus civilisationnel appliqué à la guerre. Alors que les mécaniciens japonais soutiraient du fluide hydraulique pour le brûler comme carburant d'urgence, les équipages aériens américains improvisaient des fabricants de glace à l'altitude de bombardement. L'opération Kikusui envoya 10 vagues kamikazes massives contre la flotte américaine à Okinawa entre le 6 avril et le 22 juin 1945. Un total de 1465 avions kamikazes et 4000 pilotes japonais moururent dans ces attaques. Les pilotes japonais volaient dans des avions obsolètes alimentés par du carburant dilué à l'alcool qui réduisait la performance des moteurs de 30%. Leur dernier repas consistait en boules de riz et d'eau, souvent leur seule nourriture substantielle depuis des jours. Après la massive attaque du 6 avril 1945 impliquant 355 avions kamikazes qui coulèrent 6 navires et en endommagèrent 22 autres, les rapports de la flotte américaine notèrent « Le moral reste élevé. La consommation de glace a augmenté de 40% après l'action. » L'impact psychologique de la glace, après le combat, ne peut être surestimé. Elle représentait la normalité, le confort, la maison. Le personnel naval japonais capturé à Okinawa, 11 250 se rendirent au total, fournit des comptes rendus détaillés qui brisèrent les présomptions japonaises. Un officier de destroyer repêché après le naufrage de son navire rapporta via des interprètes. Je m'attendais à la torture, peut-être à l'exécution, le traitement que nous donnions aux prisonniers américains. Au lieu de cela, un jeune marin américain, plus jeune que mon plus jeune frère, m'apporta de la glace, vanille, dans une tasse métallique. Il semblait gêné qu'ils aient manqué de chocolat. J'ai pleuré, non pas de gratitude, mais de compréhension que nous avions déjà perdu. Une nation qui fournit de la glace à ses ennemis avait gagné avant que les combats ne commencent. Ces comptes rendus, supprimés durant la guerre mais documentés dans les archives de l'occupation, révélèrent que le gouffre entre les deux forces dépassait tout ce que le commandement japonais avait imaginé. Durant l'occupation commençant en août 1945, les forces américaines distribuèrent de la glace aux enfants japonais, beaucoup y goûtant pour la première fois de leur vie.
L'impact psychologique s'avéra profond. Tout ce que le gouvernement militaire avait dit au peuple japonais sur la barbarie et la faiblesse américaine était contredit par un simple dessert surgelé. Le lieutenant Saburo Sakai, as japonais survivant le plus victorieux avec 64 victoires confirmées, goûta la glace pour la première fois sur une base aérienne américaine en 1946. Il écrivit plus tard dans ses mémoires « Samouraï, je compris finalement pourquoi nous avions perdu. Nous nous sommes battus en croyant que la souffrance nous rendait forts. Ils se sont battus avec la confiance de l'abondance. Nous pensions que le confort était une faiblesse. Ils savaient que le confort était un droit, que leur industrie pouvait garantir n'importe où. La réalité statistique de deux guerres différentes. Les chiffres finaux racontent l'histoire complète de deux nations menant des guerres entièrement différentes. Production américaine, 1945, barge à glace de la Navy, 500 gallons, 1900 litres, quotidiennement, 10 gallons, 38 litres par 7 minutes. Barge de l'armée, 3 vaisseaux, 1500 gallons, 5680 litres, quotidiennement combinés. Glace militaire totale, 80 millions de gallons, 303 millions de litres annuellement. Mélange déshydraté, 1943, 135 millions de livres, 60 et 1 million de kilogrammes, expédiés globalement. Équipement, chaque navire de taille supérieure à un destroyer avait des machines à glace. Coût, $1 million par barge, 17,2 millions de dollars en 2024. Réalité japonaise, 1945. Ration de riz, 315 grammes par marin quand disponible. Huile de racine de pin, 3000 barils au total à partir de 70 000 barils d'huile de pin. Travailleurs mobilisés, 400 000 pour le programme de racine de pin. Unité de distillation, 34 000 déployés à travers le pays. Formation des pilotes, réduite à 40 à 50 heures contre 500 plus avant-guerre. Qualité du carburant, mélange à 30% d'alcool réduisant la performance des moteurs. Pour la culture militaire japonaise, bâtie sur le Bushido, la voie du guerrier, et l'acceptation de la souffrance comme purification spirituelle, les navires à glace américains représentèrent quelque chose d'incompréhensible. Ils voyaient le confort non pas comme une faiblesse, mais comme un multiplicateur de force. L'abondance non pas comme une décadence, mais comme un avantage stratégique. Le capitaine Mitsuo Fuchida, qui mena l'attaque sur Pearl Harbor et survécut à la guerre, se convertit plus tard au christianisme et devint pacifiste. Interrogé sur sa transformation, il dit « J'ai appris que les Américains nourrissaient leurs ennemis avec de la glace. Pas seulement de la nourriture de luxe, ce n'était pas l'ennemi barbare dont on nous avait parlé. C'était une civilisation si confiante dans la victoire qu'elle pouvait se permettre la gentillesse et le confort durant la guerre. » Les navires à glace défiaient chaque présomption sur la guerre que la culture militaire japonaise tenait pour sacrée. Lors d'une réunion d'anciens combattants américano-japonaises à Hawaï en 1985, le fossé culturel restait évident. L'ancien soldat du génie Cibi, Robert Mitchell, qui avait travaillé sur la base d'Ulithi, fut interrogé sur la barge à glace par des vétérans japonais qui luttaient encore pour la comprendre 40 ans plus tard. Mitchell haussa les épaules. Nous pensions que les garçons qui se battaient avaient besoin de glace. Cela ne semblait pas spécial à l'époque. C'était juste ce que vous faisiez, prendre soin des troupes. Si nous pouvions la construire, pourquoi ne le ferions-nous pas? Cette attitude désinvolte que la glace était si normale, si attendue que sa provision en temps de guerre semblait anodine, illustrait le gouffre entre les marines mieux que n'importe quelle statistique de bataille. L'ancien instructeur de pilote kamikaze, Tadamasa Itatsu, qui assista à la réunion, répondit « Nous entraînions des garçons à mourir le ventre vide. Vous entraîniez des garçons à vivre le ventre plein et avec du dessert. Cette différence explique tout sur la guerre. » Le docteur John Dower, dans son livre primé au Pulitzer Embracing Defeat, Japan in the Wake of World War II, écrivit « La barge à glace à Ulithi valait plus qu'une flotte de cuirassés en tant que démonstration de la puissance américaine. Elle disait « Nous pouvons nous le permettre. Nous avons déjà gagné. Nous attendons simplement que vous le réalisiez. » L'historien militaire Richard Frank nota « Les forces japonaises combattaient en s'attendant à mourir glorieusement. Les forces américaines combattaient en s'attendant à vivre confortablement.
Ce n'était pas juste une stratégie différente, c'était l'approche de la guerre d'une civilisation différente. Aujourd'hui, au musée de la base aérienne de Kanoya dans la préfecture de Kagoshima, un mémorial aux pilotes kamikazes qui décollèrent de cette base, une petite plaque souvent négligée mentionne les navires à glace américains. Ajoutée dans les années 1990, elle fournit un contexte pour comprendre la disparité impossible à laquelle ces pilotes firent face. Le musée expose le dernier repas d'un pilote kamikaze, une petite boule de riz, des légumes marinés et une coupe de saké, à côté d'une photographie de la barge à glace américaine à Ulithi, obtenue des archives de l'US Navy. Aucune explication n'est nécessaire. L'image raconte toute l'histoire de la guerre du Pacifique. Le conservateur du musée, M. Yamada, expliqua « Nous avons ajouté cette exposition parce que les visiteurs, spécialement les jeunes, ne pouvaient pas comprendre comment nous avons perdu si complètement. Quand ils voient que l'Amérique a construit des navires juste pour la glace alors que nous grattions les pins pour le carburant, ils comprennent que ce n'était pas juste une défaite militaire, c'était la collision de la pénurie avec l'abondance. L'histoire des commandants japonais découvrant les navires à glace américains révèle la nature fondamentale du pouvoir dans la guerre moderne. Le Japon croyait que le pouvoir venait de l'esprit, de la volonté, de la capacité à endurer une souffrance illimitée. L'Amérique démontra que le vrai pouvoir venait de la capacité à éliminer la souffrance, à fournir l'abondance, à maintenir la normalité même dans l'extrémité. Les pilotes kamikazes, nobles dans leur sacrifice, volaient vers un ennemi menant une guerre fondamentalement différente. Alors que le Japon grattait les racines de pin pour le carburant, produisant 3000 barils à partir de 34 000 unités de distillation, l'Amérique construisait des barges à glace d'1 million de dollars. Alors que les pilotes japonais écrivaient des poèmes de la mort avant leur vol d'entraînement finaux de 50 heures, les marins américains choisissaient entre vanille et chocolat. Alors que le Japon mesurait la victoire en termes spirituels, l'Amérique la mesurait en production industrielle, incluant la production de glace à 10 gallons toutes les 7 minutes. La guerre ne se termina pas lorsque le Japon manqua de pilotes prêts à mourir. Ils n'en manquèrent jamais. Mais lorsque le leadership japonais comprit finalement contre quoi il se battait, pas seulement la puissance militaire, mais une société si puissante qu'elle pouvait dédier des navires au dessert, si confiante qu'elle voyait le confort comme essentiel, si abondante qu'elle pouvait se permettre d'être gaspilleuse avec des articles de luxe tout en menant une guerre mondiale. En analyse finale, les statistiques disent tout. Navires américains à Ulithi, 722. Navires japonais dans toute la marine à son apogée, environ 700. Production américaine de glace, 500 gallons, 1900 litres par quart de travail depuis une barge. Carburant d'aviation japonais à partir de racines de pin, 3000 barils au total. Équipage de bombardiers américains faisant de la glace à 30 000 pieds, 9150 mètres. Pilotes japonais, 40 à 50 heures d'entraînement sur carburant dilué. Marins américains se plaignant des parfums de glace. Marins japonais, 315 grammes de riz quand disponible. Les commandants japonais qui découvrirent que l'Amérique avait des navires juste pour faire de la glace, découvrirent quelque chose de plus profond que du renseignement militaire. Ils découvrirent qu'ils combattaient un ennemi qui avait déjà gagné, qui savait qu'il avait gagné et qui était si certain de la victoire qu'il avait apporté le dessert à l'apocalypse. Les navires à glace prouvèrent ce que les bombes atomiques ne firent que confirmer. Le Japon menait la dernière guerre de la pénurie contre la première guerre de l'abondance. L'issue était aussi inévitable qu'incompréhensible pour ceux qui croyaient que la souffrance était la force. Ils apprirent trop tard que la vraie force était d'avoir tant de pouvoir que l'on n'avait jamais à souffrir du tout. La barge à glace d'1 million de dollars à Ulithi, produisant ses 10 gallons toutes les 7 minutes, tandis que les pilotes japonais se préparaient à mourir, n'était pas juste un navire. C'était la preuve d'une civilisation qui avait déjà gagné la guerre avant qu'elle ne commence. Dans leur monde de carburant amer de racines de pin et de sacrifices désespérés, les navires à glace américains n'étaient pas juste incompréhensibles. Ils étaient la preuve que le Japon avait fondamentalement mal compris la nature de la guerre qu'il menait. Ils avaient apporté l'esprit à un concours d'abondance industrielle. Ils avaient apporté la souffrance à une bataille contre le confort. Ils avaient déjà perdu.